Tout marche bien, du moins pour le moment, c'est bien. Voilà, eh bien, oui, je ne sais pas si je vais vous emmener sur ce voyage. En fait, on pourrait dire que le but essentiel de ma conférence, c'est d'attirer votre attention sur un certain nombre de publicités qui ne tarderont pas de venir dans vos boîtes aux lettres, qui sont déjà encombrées, que ce soit des boîtes aux lettres civiles que vous avez chez vous ou Internet. Alors des publicités comme celle-là, des paysages inoubliables à des prix imbattables, seulement 2 millions d'années-lumière. Voilà. Évidemment, aller se promener à 2 millions d'années-lumière, ça peut être intéressant, et je fais confiance sur cette publicité pour dire que ça doit donner des paysages inoubliables. À mon avis, le voyage vaut le coup. La question qui va se poser quand même, c'est de ne pas répondre trop vite, peut-être, à de telles publicités. Voilà. Le but de la conférence, c'est d'attirer votre attention. Regardez les publicités à 2 fois avant de foncer tête baissée. Parce que, après tout, il y a peut-être une escroquerie là-dedans, il n'y en a peut-être pas. Il faut quand même réfléchir. Avant de donner votre numéro de carte bleue, envisagez le problème sous tous ses aspects. Alors c'est vrai que si on peut, et c'est ça qu'on va faire, et là, essayer d'examiner le problème, eh bien, la première question qui vient à l'esprit, c'est si la lumière met 2 millions d'années pour venir d'Andromède, est-ce que c'est sérieux de se lancer dans une aventure comme ça? Est-ce qu'on peut aller, nous, de notre vivant, jusqu'à Andromède? Alors ça pose une question, un peu plus loin, bien sûr, qui est de se dire, qu'est-ce que c'est que cette limite de vitesse que nous impose la relativité? C'est vrai qu'a priori, on peut se dire, si on pouvait aller aussi vite qu'on veut, on pourrait peut-être faire des grands voyages. Mais la relativité nous dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, on va regarder un petit peu, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que cette théorie, et pourquoi est-ce que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable. Donc, une première partie qui sera un retour aux sources sur la relativité des durées. C'est-à-dire d'abord sur la notion de relativité. Si on veut comprendre la relativité, il suffit déjà de prendre le dictionnaire. Là, j'ai résumé un petit peu ce que vous trouverez dans le petit Robert, dans le Larousse. Relatif, c'est ce qui est défini en référence à autre chose, alors qu'une grandeur absolue ou une notion absolue, c'est quelque chose qui est défini sans aucune référence à autre chose, qui est défini en elle-même. Alors on peut examiner certains exemples. Si je dis « ma maison est au nord », on sent bien que c'est une proposition qui est ni vraie ni fausse, c'est une proposition incomplète, parce que au nord de quoi? Le nord, il se définit par rapport à quelque chose, et on peut très bien imaginer que ma maison soit à la fois, sans trop se mouiller, au nord de Marseille et au sud de Lille. Nord, ça ne veut rien dire si je ne dis pas au nord de quoi. Donc c'est évident que le lieu au nord, la direction, là, est quelque chose qui est totalement relatif. Bon. C'est chaud. On peut comprendre aussi que c'est quelque chose qui est sans doute relatif. Je peux vous raconter comme ça, certains connaissent peut-être cette fable de Florian, qui s'appelle, je crois, Le voyageur et l'habitant des montagnes. C'est un voyageur en haute montagne qui est complètement perdu dans la neige et qui est donc presque complètement gelé. Et il trouve une grotte dans laquelle il rentre en espérant se réchauffer. Et puis là, il rentre en soufflant sur ses doigts. Et il se trouve que cette grotte est habitée par un homme des neiges qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je souffle sur mes doigts parce que j'ai froid. Et je souffle pour les réchauffer. » Alors il lui dit « Mais c'est pas comme ça qu'on se réchauffe. Il vient prendre une bonne soupe. J'ai fait de la soupe. » Et il lui donne de la soupe. Et cet homme des neiges, il va vaquer à ses occupations et quand il revient, il voit la même personne soufflant sur sa soupe. Alors il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je souffle parce qu'elle est trop chaude. » Là encore, il faut connaître cette fable pour éviter de tomber dans des panneaux, c'est que le malheureux se fait mettre dehors. Cet homme des neiges lui dit « Je n'aime pas, dit-il, l'homme dont la bouche souffle le chaud et le froid. » Voilà. Le chaud, c'est aussi, c'est chaud, c'est froid, c'est relatif. C'est chaud par rapport à quoi? Après, je mesure 1m70. Là, on peut se dire, est-ce que j'ai besoin de dire 1m70 par rapport à mon voisin? Non, ça semble pouvoir être une grandeur absolue.
où la conférence va durer 1 heure. Oh, ne nous avançons pas trop, mais a priori, comme ça, dans un premier temps, on pourrait se dire, 1 heure, ça doit être 1 heure pour tout le monde quand même. C'est peut-être une grandeur absolue. Alors, devant cette multiplicité de notions relatives, absolues, la question se pose comment déterminer celles qui sont relatives et celles qui sont absolues. Il y a un moyen, qui est le moyen qui a été utilisé dans toutes les religions du monde, mais que le physicien va utiliser lui aussi, c'est de fermer complètement les rideaux, les volets sont fermés. Ne plus avoir de référence extérieure et de voir ce qui va rester. Ce que va faire un moine dans toutes les religions, s'il s'isole, il va voir ce qui reste. Il ne pourra rester que de l'absolu s'il s'abstrait de toutes les comparaisons possibles avec les autres. Eh bien, en physique, on va faire pareil. Pour savoir si une grandeur est absolue, on va tout fermer, on va dire qu'est-ce qui reste. C'est comme ça qu'on a fondé la physique de Newton. Si on est dans un train qui avance à vitesse constante, que tout est fermé, si brusquement le train freine, on n'a pas besoin de regarder dehors pour savoir s'il freine. Parce que si on est en train de se verser du café, le café verse à côté de la tasse, une valise peut nous tomber sur la tête, enfin il y a des tas de choses qui se passent, qui nous disent, sans avoir besoin de regarder les arbres de la campagne, qu'on est en train d'accélérer. Une grandeur absolue. C'est comme ça qu'on va faire, et c'est comme ça que naît la physique, avec Galilée, qui se pose la question, la vitesse est-elle une grandeur relative? C'est-à-dire, est-ce qu'elle nécessite tout le temps une référence extérieure, ou est-ce que c'est une grandeur absolue? Alors, la question de Galilée, c'est celle que je schématisais tout à l'heure dans le train dont on fermait les fenêtres. On va supposer que le bateau est dans une brume absolue, une grosse brume, on ne voit rien. On ne voit pas la côte. La question c'est est-ce que je peux savoir avec certitude si le bateau avance ou pas? Et s'il avance, est-ce que je peux déterminer à quelle vitesse? Il est bien évident que si il fait beau et que j'aperçois la côte, je pourrais dire j'avance par rapport à la côte, parce que le phare qui était là-bas tout à l'heure, il est là maintenant. Donc par rapport au phare, j'avance. Mais là, il y a de la brume. On est enfermé sur soi. Alors cette question que pose Galilée, c'est celle-là. On va monter en haut du mât du bateau, on va lâcher une pierre. Et est-ce qu'il est possible que le bateau puisse se dérober sous la pierre pendant sa chute, au point que la pierre tombe à l'eau? Alors, si c'était le cas, on peut imaginer la situation comme ça. Quand le bateau est à l'arrêt, la pierre tombe au bas du mât. Quand le bateau va à moyenne vitesse, elle tomberait un peu plus loin. Et puis si le bateau va très vite, la pierre va tomber dans l'eau. Si ça marche comme ça, on pourra déterminer la vitesse du bateau. Il suffira de graduer le pont, et même dans le brouillard le plus noir, suivant l'endroit où la pierre va tomber, on saura à quelle vitesse avance le bateau. Galilée n'a pas fait l'expérience, mais elle a été faite après par Gassendi et peut-être par Thomas Digges. Et il se trouve que l'expérience montre que la pierre tombe toujours au pied du mât, comme si le bateau était arrêté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de moyen de déterminer, sans repère extérieur, si le bateau est en mouvement ou si le bateau est arrêté. Et c'est bien ce qui se passe dans un système qui est animé d'un mouvement uniforme. Si vous vous versez à boire, si vous faites battre un pendule, si vous sautez à pieds joints, tout se passe comme si c'était arrêté. On pourrait transposer la question de Galilée dans un train, maintenant, en se disant, est-ce que si je suis dans un train, un TGV qui avance à vitesse constante, mouvement uniforme, est-ce que si je saute en l'air, eh bien le TGV peut se dérober sous mes pieds au point que je m'écrase au fond du couloir sur la porte? L'expérience montre que non. Tout se passe comme s'il était arrêté. Alors ça, pourquoi Galilée s'intéressait à ça? Il s'intéressait à ça parce qu'il voulait essayer de convaincre les gens que la Terre était en mouvement, et les gens lui disaient, si elle était en mouvement, quand on saute, on ferait des pas extraordinaires. On sentirait, puis on aurait le vent, les cheveux dans le sens du vent, on aurait des tas de trucs. Et Galilée, il voulait dire, non, que la Terre avance ou pas, on s'en apercevrait pas. Il faut noter que quand on n'en est que là, dans la démonstration, on n'a pas encore démontré que la Terre est en mouvement. On montre simplement que si elle était en mouvement, on ne s'en apercevrait pas.
Enfin, cette expérience du bateau donne lieu à l'énoncé du principe de la relativité, qui nous dit d'abord que la vitesse est relative. C'est une grandeur que je ne peux définir qu'en référence à un repère extérieur, et puis qui me dit qu'il est impossible de déceler le mouvement d'un système physique qui avance à vitesse uniforme par une expérience de mécanique réalisée à l'intérieur du système. J'ai mis mécanique et je l'ai mis en rouge pour attirer l'attention. Mais en fait, quand on dit mécanique à l'époque, aussi bien de Galilée que de Newton, ça veut dire physique. Parce que on pense, et on pensera presque au milieu du XIXe siècle, que toute la physique, c'est la mécanique. Tout peut s'expliquer par la mécanique. Donc en fait, dire par une expérience mécanique, ça veut dire, pour Newton ou Galilée, par une expérience de physique. Voilà. On ne peut pas déceler le mouvement sans référence extérieure. Alors le problème, c'est que, vers le milieu du XIXe siècle, les gens s'aperçoivent que la mécanique ne peut pas tout expliquer. En particulier, de manière évidente, la lumière, l'électromagnétisme échappent au domaine de la mécanique. D'où une nouvelle question, puisque la mécanique n'englobe pas toute la physique, est-ce que pour voir le mouvement, on ne pourrait pas utiliser la lumière? Peut-être qu'avec la lumière, on pourra mettre en évidence le mouvement du bateau, même si le bateau est dans le brouillard le plus profond. On va monter sur le mât du bateau avec un laser, ou disons l'équivalent de l'époque, puis on va éclairer le bas du mât. Et la question, est-ce que si le bateau va assez vite, est-ce que le bateau peut se dérober sous la lumière au point que la lumière tombe à l'eau? Alors cette question, l'expérience, on va la faire, on va allumer comme on avait jeté la pierre tout à l'heure, et l'expérience, elle montre que la lumière, elle éclaire toujours le pied du mât, comme si le bateau était arrêté. Alors l'expérience, elle a été faite en 1887, par Michelson et Morley. Il est bien évident que si on veut voir un petit décalage, il faut prendre le bateau le plus rapide possible, et à l'époque, et encore maintenant, le bateau le plus rapide, c'est la Terre, qui fait quand même 30 km par seconde. Alors la seule petite différence entre l'expérience réelle et celle qui est représentée là, qui est aussi l'expérience de Galilée, c'est que quand on prend une pierre, le mouvement naturel de la pierre étant la verticale, il faut mettre un mât vertical. Alors que comme la lumière peut se diriger indifféremment dans toutes les directions, on ne va pas s'embêter de prendre un mât vertical, on va le prendre à l'horizontale, et on va se demander, est-ce que si j'avance, avec le micro ça va être facile, mais si j'envoie la lumière dans la direction du mât, est-ce que la lumière peut s'écarter du mât au fur et à mesure du mouvement? C'est l'expérience de Michelson et Morley, et tout se passe toujours comme si le bateau de terre était arrêté. Alors ma foi, ça pose des tas de problèmes, les gens s'arrachent les cheveux, et le génie d'Einstein, c'est de se dire, l'expérience dit ça, on n'a qu'à dire que l'expérience dit ça. On va prendre ça comme ça, c'est comme ça, on va pas en faire des histoires. Eh bien, Einstein, il va, au lieu de s'en offusquer, comme tous les gens de l'époque, il va accepter ce résultat sans état d'âme. Ce qu'il y a, c'est qu'il va reconstruire la physique, à partir de là, sur deux principes. Alors le premier, c'est le principe de relativité. Qu'est-ce qu'il va faire? Au temps de Galilée, on aurait dit une expérience de mécanique. Il barre mécanique. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'aucune expérience ne montrera jamais, quand on est dans un mouvement, dans un système animé d'un mouvement uniforme, aucune expérience ne nous montrera jamais que ce système est en mouvement. C'est une induction audacieuse. Parce qu'il nous dit là, même si on fait des découvertes de tas d'autres choses nouvelles, ces autres choses nouvelles ne nous diront rien sur ce problème. Il fallait oser. Un exemple, on ne connaît pas la physique nucléaire au temps d'Einstein, mais le principe de relativité nous dit que même la physique nucléaire, une expérience de physique nucléaire faite dans un système galiléen, animé d'un mouvement uniforme, ne mettra pas le mouvement en évidence. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième, c'est ce qu'on appelle le principe. C'est pas un principe en fait, c'est directement suggéré par l'expérience.
de la constance de la vitesse de la lumière, qui nous dit que la vitesse de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de la source. Alors là, on va s'arrêter 2 minutes sur ces deux énoncés. C'est les deux énoncés qu'Einstein place à la base de la physique. Et là, il est en train de se passer, au niveau conceptuel, absolument une révolution, dont au début, d'ailleurs, Einstein n'est même pas complètement conscient. Mais il est en train de nouer magistralement tout ce qui va se passer après au XXe siècle. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le premier principe qu'il prend comme base de la physique, principe de relativité? Mais il nous dit qu'il est impossible de déceler le mouvement d'un système galiléen sans référence extérieure. Ça, c'est quoi? C'est pas révolutionnaire du tout. Les gens, ils n'avaient pas du tout à pousser des hauts cris. C'est connu depuis Galilée. Il nous dit que la mécanique, la matière, tout ce qui obéit à la mécanique, voilà. Qu'est-ce que c'est que le deuxième énoncé? La vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de sa source. Mais là, il n'y a pas besoin de poser des hauts cris. C'est ce qu'on sait depuis 2 siècles sur les ondes. On sait que, enfin, je vais prendre l'exemple d'une voiture, ça n'existait pas à l'époque, mais on sait que si une voiture klaxonne, le bruit du klaxon ne va pas vous arriver plus vite si elle est arrêtée ou si elle roule à 100 à l'heure. Parce que le bruit d'une onde, enfin, la vitesse de propagation des effets d'une onde, c'est celle du support de l'onde. L'air pour le son, l'eau pour les ondes à la surface de l'eau, etc. Mais ce n'est pas fonction de la vitesse de la source. Toutes les ondes, la vitesse de toutes les ondes est indépendante du mouvement de la source. Seulement, en prenant ces deux principes à la base de la physique, Einstein est en train d'écrire qu'une onde, puisqu'on met les deux ensemble, manifeste des propriétés comme la matière, et que la matière doit manifester des propriétés comme une onde, puisque les deux. Il fait la synthèse de la mécanique et de l'électromagnétisme et de l'optique. Voilà. Matière et onde se trouvent liées. On attribue à bord le principe de correspondance entre matière et onde, mais il a été énoncé par Einstein 5 ans plus tôt, en 1913. Bien sûr, on peut se demander où tout ça, ça va amener. Et bien sûr, je vous invite quand même à vous poser des questions. Parce que ces deux principes, en fait, le premier, c'est ce qu'on sait depuis Galilée. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le second, c'est ce qu'on sait depuis Newton aussi, et Huygens qui a étudié les ondes, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais le problème, il vient du mélange des deux. Alors, les conséquences de ces résultats sont effectivement étonnantes, et une première conséquence, c'est que la notion de durée n'est pas absolue. Là, si tout le monde aurait pu signer des deux mains à l'époque d'Einstein, ou presque, ou maintenant sur les deux principes de Galilée et l'autre, que la vitesse d'une onde est indépendante de la vitesse de la source, on signe, puis après, pas à pas, on arrive à des choses, on se dit, j'aurais pas dû signer. Bon, c'est ce qu'on va voir. La notion de durée n'est pas absolue. Alors là, je vais reprendre l'expérience de Galilée, faite avec la lumière. Et là, je vous invite à bien vous accrocher, parce que vous allez voir que vous pouviez avoir, vous avez même l'intelligence d'Einstein, vous pouvez comprendre tout ce qui se passe dans la tête d'Einstein, c'est simple. Mais il ne faut pas avoir le vertige, il faut s'accrocher. Pour le marin, la lumière, elle parcourt la hauteur du mât. Pour le marin, le bateau est arrêté, tout se passe comme si le bateau était arrêté. La lumière part du haut du mât, elle arrive en bas du mât, elle a donc parcouru la hauteur du mât. Pour le vacancier qui regarde le bateau passer à la plage, eh bien, il voit que la lumière part du haut du mât, mais quand il arrive au bas du mât, le bateau s'est avancé. Donc il voit que la lumière parcourt un chemin plus long que la hauteur du mât. C'est assez simple. La question qui va se poser, comment la lumière peut-elle parcourir un chemin plus long si elle se déplace à la même vitesse? Ben là, il ne faut pas faire beaucoup de physique, on peut le faire en secondes.
x égale vt. Si la distance est plus grande et que la vitesse est la même, ben c'est que le temps n'est pas le même, c'est que le temps est plus long. Si, de la plage, on voit la lumière parcourir un chemin plus long, tout en allant pourtant à la même vitesse, c'est que lui de la plage, elle dispose de plus de temps. Le raisonnement est très simple. Il ne faut pas aller chercher. Alors là, quand on arrive là, on se dit, est-ce que j'ai bien fait de signer sur les deux trucs que je disais? Ça, c'est un autre problème. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. L'équation de base, c'est x égale vt. Si elle fait un x plus grand sans changer v, c'est que t est plus grand. La notion de durée n'est pas absolue. Ça veut dire que quand je disais tout à l'heure, la conférence va durer 1 heure, oui, 1 heure pour certains, mais 15 jours pour d'autres. Ça, c'est autre chose. C'est un problème. Alors, on peut regarder mathématiquement quelle est l'expression de cette dilatation des durées. Ben, là encore, ce n'est pas des grosses mathématiques. La hauteur du mât, elle est parcourue par la lumière qui va à la vitesse c. Ben, la hauteur, c'est c fois le temps du marin, puisque ça, c'est ce que voit le marin dans le bateau. Maintenant, si je vois de la plage, j'ai admis que le temps n'était pas le même. Ben, vu de la plage, on va mettre le temps de la plage. Le bateau se déplace de tout ça pendant le mouvement de la lumière. Il parcourt VT plage. La lumière parcourt tout ça, qui correspond à CT plage, puisque c'est de la lumière qui se déplace. Ben, ça forme un triangle qui est un triangle rectangle. Vous prenez Pythagore là-dedans et vous trouvez que T plage, c'est T marin sur racine de 1 moins V2 sur C2. Alors, compte tenu de ça, ben, on peut faire un tableau, la dilatation des durées. On prend 2 événements qui se passent sur le bateau, qui peuvent être simplement l'horloge du bateau marque midi, et puis après marque 1 heure. Voilà. Il s'est passé 1 heure sur le bateau, et on regarde ce qu'on voit de la plage. Ben, on s'aperçoit que si le bateau, c'est le bateau de terre qui fait 30 km par seconde, 1 heure sur le bateau, dans un référentiel extérieur, c'est un référentiel qui voit la Terre se déplacer à 30 km par seconde, dans lequel il y a un observateur qui voit ça, ben, oh, c'est pratiquement 1 heure aussi. 30 km par seconde, c'est quand même beaucoup déjà. Mais enfin, l'effet est minuscule. Mais si maintenant on va à 200 000 km par seconde, ben, il se passe 1 heure dans le bateau et 1h20 sur la Terre. À 290 000 km par seconde, 1 heure sur le bateau, 3h56 sur la Terre. La différence commence à être importante. Mais cette différence, elle est directement dans le théorème de Pythagore ici. Ça, c'est la hauteur du mât, c'est le temps du marin, je rappelle. Si le bateau se déplace à peine, bah, la différence entre T plage et T marin, c'est pratiquement négligeable. Mais plus on va aller vite, c'est-à-dire plus la distance parcourue sera grande, bah, plus la différence entre T plage et le temps du marin c'est ça, le temps de la plage c'est tout ça, plus la différence sera grande. C'est ce qu'on appelle la dilatation des durées. Alors, on montre aussi, mais là, je ne m'y arrête pas, parce que ce n'est pas essentiel pour notre voyage, qu'il y a aussi une contraction des longueurs. En toute rigueur, il faut dire une contraction des longueurs dans le sens du mouvement. C'est-à-dire que si je vois une fusée passer très vite devant moi, je la verrai un peu ratatiner sur elle-même. Je ne rentre pas, c'est pas plus difficile à voir, mais je ne rentre pas là-dedans. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que signifient ces résultats? Alors là, vous avez, à l'époque d'Einstein, 2 interprétations. Maintenant, il n'y en a plus qu'une, celle d'Einstein. Et la première, c'est celle de Lorentz et de Poincaré. La deuxième, c'est celle d'Einstein. 2 interprétations de la relativité qui sont publiées presque simultanément. Pour Lorentz et Poincaré, eh ben, ils pensent que cet effet de contraction des longueurs, de contraction de la fusée et de dilatation des temps, est dû à l'action d'une force inconnue qui est exercée par l'éther sur le bateau qui va très vite ou la fusée qui va très vite. Et cette force, elle a pour effet de contracter les atomes, de les déformer. Alors si tous les atomes du corps sont déformés, le corps lui-même est déformé, l'horloge marche mal. En fait, pour eux, le temps, il est ralenti et la fusée est raccourcie par l'action de tourbillons de l'éther. Quand vous allez, c'est la mécanique des fluides, et Poincaré est un mathématicien hors pair, il va réussir à faire une théorie qui tient.
Si vous allez doucement, il n'y a pas de tourbillon, il n'y a pas d'effet. Puis plus vous allez vite, plus les effets des tourbillons, plus la turbulence va intervenir. Pour Einstein, voilà une interprétation complètement différente. Pour Einstein, il dit, il suffit tout simplement, je l'ai mis entre guillemets parce que les idées les plus simples ne sont pas les premières qui nous viennent en tête souvent, il suffit de réintroduire en physique une perspective oubliée dans la physique de Newton. On n'avait pas vu, comme dans la peinture, avant la Renaissance, on n'avait pas vraiment utilisé, c'était pas important d'utiliser la perspective, eh bien, avant Einstein, en physique, on n'a pas vraiment utilisé la perspective. On connaît la perspective due à la distance. La perspective due à la distance, c'est que quand je vois quelqu'un ou quelque chose qui est loin, je le vois plus petit. Eh bien, on connaît, Einstein nous dit qu'il existe aussi une perspective qui est due à la vitesse. Quand je vois quelque chose aller vite, je le vois plus petit et je vois aussi son temps s'écouler moins rapidement. Mais quand je reprends la perspective à laquelle on est habitué depuis la Renaissance, la perspective que je vais appeler statique pour le moment, on comprend bien que pour interpréter le fait que la maison m'apparaît petite, je n'ai pas besoin d'aller chercher des forces qui contracteraient la maison. Ce n'est pas un problème de dynamique, la force étant la définition même de la dynamique, l'effet des forces. Ce n'est pas un problème de dynamique, c'est simplement un problème de distance. Pareil pour Einstein, il ne faut pas non plus faire intervenir des forces pour comprendre la contraction des longueurs et la dilatation des durées. Première conséquence absolument intéressante, c'est qu'on n'a plus besoin de l'éther. L'éther, il était nécessaire pour créer les tourbillons qui allaient déformer l'électron, l'atome, etc. Mais pas nécessaire. Il n'y a pas besoin de force pour comprendre les effets relativistes. Il suffit simplement de se dire que c'est un effet de vitesse, une perspective due à la vitesse. Alors, mais je ne vais pas développer parce que ça irait trop loin. On peut développer dans la perspective statique, c'est-à-dire la perspective qu'on a uniquement due à la distance. On sait qu'un personnage m'apparaît d'autant plus petit qu'il est loin. Et puis qu'il existe aussi un horizon, il existe une distance limite. Dans la perspective qu'Einstein introduit avec la vitesse, un personnage et son temps m'apparaît d'autant plus petit qu'il va vite. Et il existe un horizon des vitesses, qui est une vitesse limite, de la même façon. On pourrait continuer la comparaison plus loin. Ce qui est important, et ce qui est même fondamental, c'est de voir que, comme dans toute perspective, la relativité ne décrit pas une propriété du corps que je vois, mais de ma relation à lui. C'est ça la relativité. C'est-à-dire que c'est pas la maison qui est dans le lointain qui est petite, c'est pas la maison qui serait contractée, c'est une propriété de ma relation à la maison, la contraction. Pareil pour le temps, si je vois le temps tourner moins vite, c'est pas une propriété de l'horloge qui est là-bas, c'est une propriété de ma relation à l'horloge, à savoir qu'elle est en mouvement. Alors la théorie d'Einstein, évidemment, pourquoi on va la choisir? C'est parce que c'est une théorie qui est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de faire de calcul, de force, etc. On n'a pas besoin. Poincaré, je le disais tout à l'heure, qui était un mathématicien hors pair, eh bien, il a réussi à calculer une force qui exerçait une pression sur les noyaux et sur les électrons, pour lui, pression qu'on appelait la pression de Poincaré, et ça marchait. Il faut bien dire que ça marchait, mais c'était un mathématicien. Mais c'est des calculs inextricables. Le calcul total de Poincaré, eh bien, il occupe une cinquantaine de pages dans les Reconditi Mathematica de Palerme. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme. Marc Einstein, il y a 15 pages, c'est tout, ça suffit pour comprendre la relativité. Donc c'est une théorie qui est bien plus simple, mais c'est aussi qui est beaucoup plus riche. Parce que voyons un peu les difficultés dans lesquelles on se serait trouvé avec la théorie de Poincaré. Si on comprend que la propriété, là j'ai repris l'exemple de la perspective, si on comprend que ce n'est pas une propriété de la maison qui est au loin, mais de ma relation à la maison, je peux comprendre d'emblée que si quelqu'un sort de la maison, il sera lui aussi tout petit, puisqu'il est dans la même relation de distance par rapport à moi. Pareil, si je comprends que la dilatation des temps, ou la contraction des longueurs, c'est un effet de ma relation à la fusée, qui est une relation de vitesse,
Ben, je comprends que si je vois un cosmonaute sortir de la fusée, il sera lui aussi raccourci. Et que les effets, et que si l'horloge est ralentie, ben, les battements de son cœur me paraîtront aussi ralentis. C'est évident, puisque je suis dans la même relation par rapport à la personne qui sort de la maison que par rapport à la maison, et dans la même relation par rapport à la fusée que dans tout ce qu'il y a dans la fusée. Ça, dans la perspective de Poincaré, et ça jouait des préjudices au développement de la relativité en France. C'est qu'en France, Poincaré est quand même un Français, quoi. Allemand n'en était pas. Et donc on a continué à se poser des questions du style de Poincaré. C'est-à-dire que les gens disaient, oui, mais attention, si l'horloge va moins vite dans la fusée, en quoi ça me prouve que le cosmonaute, il a les battements de son cœur qui vont battre moins vite? Et quelqu'un de l'Académie des sciences, dont j'ai oublié le nom, qui a écrit une lettre en disant c'est complètement aberrant, parce que ce monsieur qui nous imposerait à la biologie des règles, et oui, dans le cas du Poincaré, si c'est un effet de force, ben quand on aura démontré que ces forces contractent la maison, il faut encore prouver que les mêmes forces vont contracter la personne, qui n'est pas faite de la même matière, des mêmes matériaux. Et puis il faudra démontrer que les mêmes forces contractent de la même façon du bois, du verre, un métal, etc. Très compliqué. Pour Einstein, on est dans la même relation de vitesse, comme ici on est dans la même relation de distance, donc on sait qu'il y aura les mêmes effets. Les effets relativistes sont des propriétés de relation au corps ou à la personne, etc., et non pas des propriétés de l'objet lui-même. Alors ça me fait m'arrêter un instant, mais je vais en arrêter avec ça, parce que l'année dernière, dans le cadre de l'année mondiale de la physique, on a remis en cause l'histoire, Einstein aurait volé la relativité. C'est ignorer quelque chose de fondamental en physique. C'est qu'une physique, une théorie physique n'est pas un recueil de formules. Je comprends qu'un élève, voire un étudiant, dise « Monsieur ou madame, quelle formule il faut que j'emploie ?» C'est humain. Mais une théorie physique, c'est comme une fenêtre. On ne sait pas, cette fenêtre qui nous ouvre sur l'univers, sur le monde, on ne peut l'utiliser et savoir ce qu'elle va nous permettre de voir que si on ne s'arrête pas au montant de la fenêtre elle-même. Mais si on sait aussi sur quel mur de la maison elle est mise, à quel étage, de quel côté elle ouvre, au sud, au nord, etc. C'est un peu ce que Thomas Kuhn aurait appelé un paradigme. Une théorie physique, c'est des équations plus leur mode d'emploi, l'éclairage qu'elles donnent sur le monde. Alors on peut représenter comme ça l'histoire de la théorie de Poincaré qui marche, mais qui aurait eu, dans les années suivantes, des difficultés énormes. Et celle d'Einstein, ces deux routes se croisent. Elles se croisent en un lieu dit les transformations de Lorentz. Si on demande qui est passé le premier au croisement, dans bien des cas, c'est Poincaré qui est passé. Mais si on demande qui est-ce qui était sur la route de la relativité, c'est Einstein. C'est vrai, Poincaré a publié avant Einstein, c'est vrai qu'il avait la théorie, il avait les transformations de Lorentz, il leur a donné son nom, il les a corrigées, il y a une petite erreur. Mais Poincaré, il n'allait pas du tout dans cette physique-là. C'est Einstein, et comme Einstein était plus simple, c'est la théorie d'Einstein qu'on a choisie. Alors maintenant, revenons avec tout ça dans notre voyage. Qu'est-ce que signifie dans ce cadre l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière? Alors, la réponse usuelle, c'est parce que l'inertie augmente avec la vitesse. Plus la fusée va vite, plus c'est difficile de l'accélérer, donc il y a un moment où on ne peut plus du tout l'accélérer et elle est bloquée à une vitesse. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire l'inertie augmente avec la vitesse? Ce que je vais vous montrer, c'est une question de perspective, c'est la manière dont moi je vois la fusée. Mais en rien, c'est une propriété de la fusée. C'est une propriété de ma relation à la fusée. Pour le pilote de la fusée, on va supposer simplement, pour simplifier, qu'il accélère, il brûle tout son charbon, puis après, une fois, il continue à vitesse constante, et puis il va recharger. Puis après, il va réaccélérer. Donc il va aller de palier de vitesse en palier de vitesse vers une vitesse de plus en plus grande. Mais pour le pilote de la fusée, à chaque palier de vitesse, tout se passe pour lui comme s'il était arrêté. C'est le principe de relativité de Galilée.
Donc pour lui, il peut toujours accélérer aussi facilement que quand il était sur la Terre et qu'il démarrait. Il n'a jamais d'obstacle qui grandit devant lui. C'est le principe de la relativité, la vitesse est comme rien. C'est Galilée qui l'a dit il y a 4 siècles. Donc en fin de compte, pour le pilote, lui se dit, tout va bien à bord, moi je continue à accélérer, ça va bien. Chaque fois que je mets une certaine quantité de carburant, j'accélère d'un delta V, qui est le même. Maintenant pour la Terre, il se trouve qu'à cause de la contraction, la dilatation des durées, si l'observateur terrestre pour la fusée augmentait sa vitesse d'une certaine valeur en 1 heure, quand la vitesse de la fusée ne va pas vite, la dilatation des durées, ce qu'on a vu en prenant Pythagore tout à l'heure, pour l'observateur terrestre, il va se dire, quand la fusée va vite, il augmente de la même quantité de vitesse, le même delta V, en 1 année. Pour l'observateur terrestre, il dit, il n'arrive plus à accélérer, il y a quelque chose de terrible qui lui arrive, ils n'arrivent plus à accélérer. Alors ils vont traduire ça, l'observateur terrestre va traduire ça en disant, l'inertie augmente avec la vitesse. Mais si l'inertie augmente avec la vitesse, c'est bien pour celui qui voit une vitesse, c'est pas pour celui qui se voit à l'arrêt, c'est donc pour l'observateur terrestre. Alors, ça c'est un effet de perspective, c'est le même que dans la perspective statique due à la distance. Quand je vois quelqu'un qui est de plus en plus loin, je le vois augmenter sa distance de plus en plus difficilement. Quand il est tout près de moi et qu'il fait 5 mètres, je le vois faire 5 mètres. Hein. Puis quand il est à 2 km, il fait 5 mètres, je vois à peine qu'il a bougé. Eh oui, mais cet horizon des distances, elles n'existent que pour moi. Pour lui, il peut toujours aller plus loin. Et c'est pareil en relativité. Quand je vois une fusée qui va de plus en plus vite, je me dis, elle a de plus en plus de mal à accélérer. Oui, moi. L'horizon des vitesses n'existe que pour moi. Si je parle de vitesse de la lumière, c'est vitesse de la lumière par rapport à moi. Alors on peut le représenter, et j'ai mis, c'est une question de choix d'étalon de durée. C'est la question de temps. On peut le représenter en prenant les diagrammes que j'avais fait tout à l'heure, Pythagore. Ici, je vous rappelle, ça c'est la hauteur du mât, ça c'est le déplacement du bateau vu de la plage, donc VT plage. Ça c'est le parcours de la lumière, CT plage. Puis ça vous fait un triangle rectangle. Si maintenant le bateau va plus vite, au lieu de faire ça, il va venir jusque-là. Et puis peut-être même encore plus. Puisque je vois dans cette transformation de Lorentz, c'est que si j'ai VT plage ici et CT plage ici, puisque j'ai le même T, C, c'est-à-dire ce côté-là, l'hypoténuse, sera toujours plus grand que V. Quelle que soit la vitesse du bateau, que le bateau parcourt que ça, ou ça, pour aller jusqu'à Andromède, ou même qu'il aille plus loin, cette longueur-là, VT plage, ou VT terre, disons, sera toujours plus petite que celle-là, CT plage. On n'est pas limité dans la distance parcourue. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que contrairement à nos habitudes newtoniennes, nous on se dit si x égale vt, si x devient grand, c'est parce que la vitesse est de plus en plus grande. Mais dans ce dessin-là, on voit que c'est pas v qui augmente, c'est θ. Plus je vais vite, plus je me déplace loin, on va dire ça comme ça, plus je me déplace loin, plus la différence entre θ et t fusée est grande. C'est ça qui augmente indéfiniment. C'est pas la vitesse. On a l'habitude de raisonner en termes de vitesse. Il faut changer nos réflexes et raisonner en termes de temps. On peut très bien aller très très loin, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, jusqu'à une galaxie et même une autre. Ce qui va changer, c'est que le temps de la fusée, ici, sera beaucoup plus petit que le temps de la Terre. Et si D augmente, c'est pas V qui augmente, qui est limité par C, c'est le temps qui s'écoule sur la Terre. Alors, si on regarde le calcul, c'est Pythagore, on peut le faire en secondaire, on va voir quoi? C'est que si je prends une fusée qui accélère avec l'accélération de la pesanteur, pour pouvoir vivre normalement dans la fusée, la relativité me dit que pour aller sur Andromède, à 2 millions d'années-lumière, il faut 14 ans. 14 ans, c'est long, mais ça vaut peut-être le coup. Si maintenant je faisais le calcul avec la mécanique de Newton, là, je me dirais, oui, là-dedans, ce qui va augmenter, c'est la vitesse, indéfiniment. On n'est pas limité par la vitesse n'est pas limitée pour Newton.
j'écris X c'est 1,5 de GT2, etc. Je calcule, ben, je vais m'apercevoir que pour aller à 2 millions d'années-lumière, il faut 1400 ans. C'est-à-dire que la relativité, loin de nous interdire des beaux voyages, elle les rend au contraire possibles. 14 ans. Là où Newton nous dit 1400 ans. Vive la relativité, qui nous permet des voyages, et on peut commencer à se poser la question, sérieusement, d'aller sur Andromède. Mais tout ne va jamais tout seul. Il y a évidemment un problème. Quel est ce problème? Ben, c'est le problème, c'est que, attention, si les temps sont différents, quand le voyageur aura vieilli de 14 ans, si ça c'est 14 ans, et que ça c'est très très long, ben, le temps de la Terre est très très long. C'est-à-dire que les astronautes auront vieilli de 14 ans, mais un peu plus de 2 millions d'années seront écoulées sur la Terre. Ça c'est un peu gênant. On risque de ne pas reconnaître grand-chose en rentrant. Et effectivement, ça c'est une question, et c'est la question du paradoxe des jumeaux de Langevin. Deux jumeaux qui partent, et puis il y en a un qui part, et puis quand ils reviennent, ben, ils ne sont plus si jumeaux que ça. Alors ça c'est quand même un problème à envisager avant de partir. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le paradoxe? Ben, on appelle ça le paradoxe parce que si la relativité c'est un effet de perspective, par définition un effet de perspective c'est un effet réciproque. C'est-à-dire si moi je vois quelqu'un au bout de la rue que je le vois petit, lui, cette personne, elle me voit petit aussi. Chacun voit l'autre plus petit. C'est réciproque. Si moi je vois la maison toute petite, ben, les gens qui sortent de la maison, ils me voient moi, ils voient la mienne toute petite. C'est réciproque. Et pareil, si je parle de vitesse, si la fusée s'éloigne de la Terre à la vitesse V, enfin, pour les gens de la fusée, c'est la Terre qui s'éloigne de la fusée à la vitesse V. Même module avec, évidemment, le sens opposé. Donc, l'effet de voir, moi je vois le temps du cosmonaute s'écouler moins rapidement, plus lentement que le mien, mais lui, il voit mon temps s'écouler plus lentement que le mien. Donc là, la question, c'est de se dire, si la relativité est bien un effet de perspective, comme il en découle de la théorie d'Einstein, ben, pourquoi est-ce que quand les deux jumeaux se retrouvent, la perspective est brisée? Alors là, je vais vous donner, parce que je pensais le développer un peu, mais je ne peux pas tout faire non plus, je vais vous en donner l'essence, la raison. Pourquoi ce changement? Si on analyse ce qui se passe, on va voir que quand la fusée s'éloigne de la Terre, pour la Terre, c'est la fusée qui s'éloigne, mais pour la fusée, c'est la Terre qui s'éloigne de la fusée. C'est complètement réciproque. Le voyage aller, alors le voyage aller, là j'ai représenté, il aurait fallu mettre ici que ça c'est l'axe des distances, et ça c'est l'axe des temps. Eh bien, là la fusée s'éloigne de la Terre elle parcourt ça, elle s'éloigne. Bah, pendant qu'elle s'éloigne, on aurait pu faire le schéma réciproque dans lequel la fusée était sur un axe vertical, et puis la Terre s'éloignait de la fusée. C'est réciproque, totalement. Il y a un effet totalement réciproque. Quand je vois le temps de la fusée passer moins vite, les gens de la fusée voient le temps de la Terre s'écouler moins vite. Quand je reviens, ben c'est totalement réciproque aussi. Si je vois de la Terre la fusée revenir vers moi, de la fusée, je vois la Terre approcher. La vitesse de la fusée par rapport à la Terre, c'est la même, hein, si j'enlève le sens, que la fusée de la Terre par rapport à la fusée. Donc c'est totalement réciproque. Et la relativité nous montre que si je prends l'ensemble, l'aller-retour, c'est plus réciproque. C'est pour ça qu'on appelle ça un paradoxe. Parce que les gens, qui étaient quand même choqués par la théorie d'Einstein, même si elle n'est pas si compliquée que ça, ni sur le plan mathématique, ni sur le plan de son interprétation, les gens disaient là, on prend la main dans le sac. Parce qu'il nous dit que tout est réciproque, et on arrive, en faisant les calculs, sans faute, à un résultat qui n'est pas réciproque. C'est donc que la théorie de la relativité contient des contradictions internes et qu'elle est fausse. On disait ça, c'est paradoxal qu'une théorie de perspective me donne un résultat qui n'est plus réciproque. Mais ça, c'est un problème qu'on rencontre très souvent
en physique. Alors les gens, ils ont analysé l'effet de l'accélération en demi-tour, des tas de choses. Mais l'essence du phénomène, il est là. C'est qu'il y a beaucoup de phénomènes, et ça, c'est même pas de la physique, c'est de la géométrie, dans lesquels la propriété de quelque chose n'est pas conservée quand on a deux fois ce quelque chose. Par exemple, la propriété, un segment de droite, AB, est le plus court chemin entre deux points. Bon, ça, c'est une propriété qui est indiscutable, géométrique. C'est même la définition. C'est même une définition. Et bien, cette propriété d'être le plus court chemin, car un segment de droite, elle n'est pas conservée quand j'ai plusieurs segments de droite. Si je pars de A pour aller à B en m'amusant comme ça, quand je reviendrai à B, ce chemin-là, enfin le chemin ACB, sera plus long, ça sera plus le plus court chemin. Eh bien, on a la même chose en relativité. La propriété de réciprocité n'est pas valable quand on dit ça comme ça, un truc, plusieurs référentiels galiléens à la suite. Ça, c'est la propriété dans un référentiel galiléen, mais pas si j'en ai plusieurs à la suite. Alors, cette propriété géométrique que je vous ai montrée, c'est la même qu'on retrouve en relativité, pas simplement pour les distances, mais aussi pour le temps. Le chemin tout droit pour les distances est le plus court, mais cette propriété n'est pas conservée quand j'ai plus de deux référentiels. C'est valable pour le temps. Il faut un certain temps pour aller de A à B, mais il ne faut pas la même durée, le même temps, pour passer par là. On pourrait, je n'ai pas fait les dessins, raisonner de la même façon avec la perspective. La propriété de ce que je vois dans la perspective, quand il y a plusieurs personnages, n'est pas non plus, on dirait transitive, elle n'est pas valable, j'en ai plus deux. Si je vois une personne, je la vois plus petite. Mais si cette personne voit une troisième personne, qui est loin, elle va la voir plus petite. Moi, je ne la verrai pas forcément plus petite. Elle est peut-être à côté de moi. C'est-à-dire, moi, je vois quelqu'un loin tout petit, lui, je vois la personne à côté de moi tout petit, mais moi, je la vois toute grande. C'est-à-dire que cette propriété même dont va m'apercevoir l'univers dépend, n'est plus valable dès que j'ai trois référentiels. Alors ça, c'est la généralisation, et ça nous ouvre à une question dont je ne vais pas parler là, mais qui est la notion d'espace-temps en relativité. Dans l'espace tel qu'on le connaît, dans la théorie de Newton, il est évident que si je veux aller dans l'espace de A à B, eh bien, je peux y aller en parcourant des distances plus ou moins longues. Vous avez le chemin direct qui est le plus court, mais vous avez aussi le chemin des écoliers qui peut être beaucoup plus long. Vous pouvez rentrer sur Paris en 400 km à peu près, mais vous pouvez aussi y aller en 2000 km. Pour aller d'un point, d'un lieu à un autre, on peut y aller avec plusieurs distances possibles. Et ce que nous dit la relativité, c'est dans la notion d'espace-temps, c'est que les propriétés de l'espace sont tout à fait parallèles et même se mélangent à celles du temps. C'est-à-dire que ça, on aura les mêmes propriétés. Dans l'espace-temps, il est possible d'aller d'une date à une autre en parcourant des distances différentes. Vous partez de la Terre le 1er janvier 2000, pour y revenir le 1er janvier 2100, vous avez pu passer un siècle, mais vous avez pu passer aussi, suivant votre chemin des écoliers, des temps totalement différents. Pour aller d'un lieu à un autre, ça on le savait, on peut parcourir des distances différentes. Pour aller d'une date à une autre, on peut vivre des durées différentes. Les propriétés de l'espace sont transposables sur celles du temps. Alors, il va falloir conclure et revenir quand même à nos voyages. En conclusion, on part ou on ne part pas? On part, si on regarde le billet, une durée du voyage de 14 ans. Bon, c'est vrai, ça fait 28 sur l'aller-retour, mais ça peut valoir le coup. Effectivement, les paysages seront sans doute inoubliables, effectivement, c'est intéressant, et on peut aller à 2 millions d'années-lumière. Ça ne sera pas payé par une vitesse très grande, mais ça sera payé par une différence de temps entre votre vieillissement et celui de la Terre énorme. La Terre vieillira de 2 millions d'années. Sur la Terre, il ne se passera plus de 2 millions d'années. Un tout petit peu plus. Mais pour vous, il ne se sera passé que 14 ans. Et puis l'accélération, ma foi, c'est honnête, la pesanteur terrestre, on est habitué à vivre là-dedans, aucun problème de vivre dans une fusée comme ça. Alors on veut se dire, ben non, c'était bien, quoi. On a examiné notre publicité, c'était pas une escroquerie. Ça va.
En fait, si, parce que on n'a pas tout vu. Il y a encore des problèmes. Regardons bien cette publicité dont je me demandais tout à l'heure si c'était ou pas une escroquerie. Des paysages inoubliables, des prix imbattables, seulement 2 millions d'années-lumière. Et oui, à des prix imbattables. Mais attention, pour accélérer une fusée avec une accélération égale à celle de la pesanteur, c'est important l'accélération de la pesanteur. Hein. Ça veut dire que chaque seconde la vitesse de 9 mètres par seconde, c'est-à-dire pratiquement 36 km/h. Hein. Faire ça pendant 14 ans. Quand on calcule l'énergie qu'il faut, on voit que le problème qui reste, c'est que, c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir la carte bleue dès le début, c'est que pour accélérer la fusée, ne serait-ce que jusqu'à 0,95 C, et en fait là on irait plus vite, hein, en 14 ans on arrive à 0,99 C, et il faudrait de 100 fois plus de la consommation mondiale d'énergie estimée pour l'an 2020. C'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui ont cherché quels étaient les moyens de récupérer de l'énergie, mais on ne connaît aucune source d'énergie capable d'accélérer cette fusée, ne serait-ce que pendant 6 mois. C'est là que le bas blesse. La relativité ne nous interdit pas ces voyages, mais financièrement ou énergétiquement parlant, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut des énergies absolument colossales, et c'est ça qui limite. Alors les gens qui ont cherché, ils ont cherché tous les moyens. Hein. D'abord, il y a d'autres problèmes techniques qui ont été envisagés dans une revue qui est Nature, dans Nature, il y a une quinzaine d'années, mais dedans, bon, il faut aussi trouver des moteurs qui tiennent 14 ans. C'est embêtant de tomber en panne entre les deux. Parce que tant que vous êtes dans la galaxie, ça va, mais entre la galaxie, la nôtre, la Voie lactée, et Andromède, c'est le vide. Hein. Bon, c'est quand même embêtant. Mais il faut les moteurs qui tiennent à s'échauffer, etc. Qu'est-ce qu'on veut prendre? D'un point de vue nucléaire, ça ne marche pas, puisqu'il faudrait des centrales nucléaires, il faudrait, je crois, quelque chose comme 400 ou 500 centrales nucléaires, comme celles qu'on a, pour arriver à ça, c'est pas faisable. Et puis après, il faudrait les mettre dans la fusée, il faut les miniaturiser, c'est pas évident, même au temps des nanotechnologies. Il y a des gens, ils ont cherché en se disant, est-ce qu'on ne peut pas récupérer de l'antimatière dans l'espace, etc., ou partir avec de l'antimatière. C'est bien de partir avec de l'antimatière, parce que c'est vrai que dans l'annihilation matière-antimatière, on récupère la totalité de MC2, donc il n'y a pas de perte d'énergie, c'est pas fabuleux. Oui, pour mettre de l'antimatière dans un réservoir, il faut que le réservoir soit en antimatière, et si vous mettez le réservoir d'antimatière dans votre fusée, pour pas qu'il y ait d'annihilation, il faudrait que la fusée soit d'antimatière. Bon, il y a beaucoup de problèmes, on ne sait pas. Conclusion, on ne peut pas aller là-bas, mais j'ai terminé avec ça, mais qu'ils mettent quand même la grand voile, et sortis des ports où ils végètent, qu'il cingle vers la plus lointaine des étoiles, sans attention à la nuit qui l'enveloppe, oui. On n'a pas l'énergie, on n'a pas les sous, mais le voyage vaut le coup, c'est le voyage de la connaissance de l'univers, c'est le voyage aussi de la connaissance de nous-mêmes. Et comme Einstein nous le rappelle presque partout dans ses lettres ou dans son œuvre, eh ben, c'est la grande aventure de la pensée à laquelle, sans en avoir conscience, on participe tous là où on est. Mais ça vaut le coup d'en avoir un peu conscience. C'est l'aventure de la connaissance, l'aventure de la pensée. Voilà, je vous remercie.